18 juin et il est 11 heures et quelques. Et ce problème de la course derrière le temps et derrière les mots ou les impressions qui viennent et se succèdent à une vitesse assez importante, et la volonté un peu de les attraper ou de les garder. Euh, euh, Sans être assuré de pouvoir le faire le moindre du monde. Non seulement cela s'est produit donc à mon réveil, et donc je ne peux pas juste au moment où je me lève me mettre à consigner ces choses-là. Et en plus là, juste avant de commencer à le faire, j'ai eu un souci technique qui a retardé les choses de quelques minutes, ce qui fait que la distance s'est agrandie. Et il y a souvent, j'ai parlé de la vitesse de la pensée comme quelque chose de supérieur, on peut le dire comme ça, à la vitesse de la lumière. Et surtout cette vitesse-là, elle met en relation des événements qui ne sont pas concomitants. Et on peut ainsi se retrouver dans dans un espace-temps d'il y a 16 ans, ou dans l'espace-temps d'il y a quelques jours, peut-être même quelques heures. Ce qui fait que c'est un déplacement qui n'a pas son pareil. Évidemment, un déplacement, il faut, tout le monde en fait l'expérience, donc je peux en parler sans devoir en donner des preuves. Et, cependant, cela se passe dans une sorte d'invisibilité. Ce qui se passe dans la tête n'est su par personne. La singularité de chaque être, c'est peut-être qu'on a tous plus ou moins, on puise tous plus ou moins au même réservoir des doutes et interrogations et peurs, etc. Mais chacun, en fait, chacun est doté, si je puis dire, chacun est doté de certaines choses qui lui appartiennent en propre. Simplement, donner un exemple, comme ça simple, quelqu'un vous dit une phrase ou vous lui dites une phrase. Et selon la réponse que vous faites ou la réponse qu'elle fait lui, qu'elle fait elle, quelque chose va se mettre en mouvement. Mais la personne n'en sera pas consciente. Quelqu'un qui vous interdit quelque chose ou qui vous conseille d'y renoncer, vous pouvez y renoncer. Il y a des phrases magiques, d'une puissante, voilà, des phrases qui font et défont le monde. Quelqu'un vous amène une parole dite par entière, et cette parole sera un peu la pierre qui va sceller votre destin. Voilà, quelque part pour un temps, ou pour longtemps, très longtemps même. Et on est en face, au réveil, quelquefois, on est assailli par ces impressions ou ces souvenirs les plus difficiles à supporter, et quelquefois ça nous pousse à rejeter les couvertures, à se lever. On ne peut pas rester comme ça dans une sorte d'endormissement, une sorte de sommeil, ou après le sommeil, on ne peut pas rester dans cette situation. Alors il faut se lever, et on le fait presque violemment, et pour faire marquer une rupture. Ce fil de souvenirs et d'impressions vous touche
au plus profond. Vous êtes en face à des impossibilités. Une impossibilité après l'autre. C'est pas que vous êtes, comment dire, on pourrait, dans le présent, vous soumettre à ce test du possible et de l'impossible, mais vous pourriez toujours trouver un moyen de rendre l'impossible possible. Mais pour ce qui est du passé, il devient 3 fois, 4 fois, 5 fois une quantité indéterminable d'impossible. Vous ne pouvez pas y toucher parce que ça a été souvent un événement, il relie à un autre événement, il faudrait un peu tout défaire. Ce n'est pas possible. Vous avez pris une décision ou vous n'avez pas pris de décision à un moment particulier. Vous pouvez atténuer un peu les effets, tenter maladroitement d'atténuer les effets qui continuent de se produire après, par exemple, 20 ans ou 15 ans de départ de la naissance de cette singularité ou de cette bifurcation ou de cette divergence. Vous pouvez essayer. Donc, quand on veut, par exemple, s'adresser à quelqu'un pour lui demander de l'aide, par exemple, quelquefois on voit que la personne n'est pas présente dans le présent, donc elle ne peut pas, elle ne cherche pas à exister de façon à un peu à vous accompagner. Et si vous voulez un peu lui parler, vous ne pouvez pas vous défaire de choses qui sont en rapport avec le passé. Vous êtes là devant quelque chose d'impossible. Vous devez continuer en fait à être tel que vous êtes jusqu'au bout du bout. Je ne sais pas, je compare mon destin évidemment de malade à celui de ce malade mort hier, mort en prison pour défaut de soins ou pour conditions, je veux dire, conditions difficiles en détention. Il était atteint par la même affection que moi, et donc moi aussi je ne me soigne pas. Évidemment, je ne suis pas en prison, je ne suis pas mis à l'isolement, je ne suis pas torturé psychologiquement ou autre, mais dans le fait, je ne me soigne pas. Cette personne avait à peu près 10 ans de plus que moi, je pourrais dire, j'ai encore 10 ans, à peu près, on va dire, en fonction de mon état de santé, en fonction de certaines choses, j'ai peut-être 10 ans. Mais ces 10 ans, je ne vais pas pouvoir en faire quelque chose qui va répondre à mes attentes. Ces personnes, tout à l'heure, donc il y a, je n'ai pas ouvert l'article, il y a un ancien président qui pleure, paraît-il qui pleure avec beaucoup d'amertume. C'était ça, vraiment, il était très peiné. Et la mort d'un autre ancien président. C'est vrai, si moi, je me situe encore comme quelqu'un qui fait partie du peuple, en face de gens qui sont arrivés au sommet, étant donné que moi aussi je voulais arriver au sommet, donc quelque part, je ne sais pas comment dire, j'ai échoué et je dois regarder. Je suis encore comme quelqu'un qui est situé dans son passé, le plus lointain, et qui suit un peu l'actualité des grands de ce monde. Mais je suis en âge de faire partie de ces grands du monde.
même dans une singularité, c'est-à-dire une singularité qui ne concernerait que moi. Je peux ne pas être un dirigeant, mais je peux être une sorte d'être qui a un discours, qui a un comportement qui le singularise. Alors qu'en fait, je suis encore, souvent, c'est comme ça que ça arrive, à tout le monde d'ailleurs, à la plupart des gens, on est encore comme quand on était très jeune. Comme par exemple, on pourrait un peu plaindre comme si on n'avait pas bougé. Il y a un moment, je ne sais pas comment le dire, cette histoire-là, surtout que j'ai les oreilles bouchées et que je suis dans une position pas des plus évidentes pour parler. En tout cas, mon destin n'est pas le destin auquel j'aspirais nullement. Et c'est un destin, évidemment, totalement misérable. Je suis oublié de tout le monde. Je ne peux même pas m'adresser à quelqu'un. Je n'ai personne pour m'accompagner. Par exemple, en ce moment, la matinée, avant, je pouvais avoir des gens. Et je pouvais, en fonction des tasses de café bues, par exemple, je pouvais me lancer dans quelque chose. Alors, je pouvais interagir. Et ce manque d'interaction, même si, évidemment, ça se faisait dans des conditions qui ne me plaisaient pas, avec des gens avec lesquels, dont je devais me satisfaire, me contenter. Donc, finalement, je ne faisais pas ça dans les conditions auxquelles j'aspirais. Toujours, bien sûr, la haute idée qu'on se fait de soi est une valeur qu'on peut négocier. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Il suffit, par exemple, qu'on soit en accord, je dirais pas en harmonie, mais en accord avec soi dans quelque chose. Que ce que l'on fait nous satisfait ou nous satisfasse. Il suffit qu'on ait de bonnes interactions. Certains pourraient appeler ça de bons ondes, qu'on soit un peu bien entouré dans une sorte d'accompagnement évolutif, accompagnement productif, qu'on ait des gens à côté de nous pour un peu, sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour faire face aux différents phénomènes de la vie. Chaque fois que nous sommes atteints d'une façon ou d'une autre, nous pourrions toujours faire appel à ces gens. Évidemment, cela exige la réciproque, et la réciproque, évidemment, est toute naturelle, est accordée d'office. Nous sommes dans un échange, nous ne sommes pas dans autre chose, nous échangeons. Je te dis des choses, et quand j'ai fini, je te laisse le tour de dire tes choses à toi. Ou alors, c'est pas obligé que ça soit dans cet ordre, ça peut être toi qui commence et moi qui termine. C'est toujours... bien sûr, les rêves sont toujours au-delà de nos possibles. Nous rêvons un peu plus qu'il nous faut, nous rêvons au-delà de nos capacités. Bien sûr, nous préférons toujours des gens d'une qualité, d'une certaine qualité. Mais nous-mêmes, peut-être pour les autres, nous ne sommes pas d'une grande qualité. Alors nous devons un peu faire avec. Nous acceptons des gens médians parce que nous sommes nous aussi des médians. Nous ne sommes pas des excellents. Alors voilà, nous
Et ce n'est pas quelque chose qui va nous chagriner beaucoup. C'est après peut-être dans une sorte de confiance, un climat comme ça opportun, nous pourrions nous laisser aller à la confidence. À un moment, la confiance que nous pouvons avoir en quelqu'un peut nous autoriser à lui dire un peu les choses qui nous dérangent en lui. Évidemment, j'aurais aimé que tu sois un peu plus éveillé, un peu plus inspiré, un peu plus quelque chose. J'aurais aimé que tu sois doté, mieux doté en certaines capacités. Mais si je suis avec toi, c'est que quelque part, je trouve déjà je trouve déjà chez toi un certain nombre de choses, et c'est parce qu'il y a ces choses-là que je reste avec toi. Si vraiment j'étais persuadé que tu n'étais que vide et que tu étais une sorte de néant ambulant, non, non, tu représentes quelque chose, tu as de la valeur, mais toujours on aspire, je ne sais pas, comme quelqu'un qui irait acheter un fruit, il essaierait d'acheter le fruit le plus mûr, et s'il a envie de le consommer rapidement. Mais peut-être pourra rêver aussi, dire il est le plus mûr, le plus parfait, il est tout ce qu'un être omnivore peut désirer, mais finalement on pourrait dire oui, mais j'aurais préféré le cueillir sur l'arbre. Le cueillir comme ça, à un moment, en passant comme ça, je tends la main et je cueille le fruit. Je ferai une petite sélection, puis je cueille le fruit qui va frapper mon regard. Le fruit qui va je vais peut-être le toucher, je vais peut-être le sentir avant de le cueillir. Bien sûr, c'est possible, ça arrive. Nous sommes dans des contextes économiques où nous recevons des produits qui viennent de très loin et nous les recevons verts, pas du tout mûrs. Et ils mûrissent chez nous, mais quelque part le rêve que nous faisons, c'est d'être dans ces contrées-là et de pouvoir ramasser une mangue, l'accueillir directement sur l'arbre, la mangue la plus mûre et la plus... évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, c'est un luxe. Ce serait un super luxe pour nous. Mais en attendant, nous pourrions toujours consommer des mangues un peu mûres, un peu pas mûres, sans être jamais assuré de tomber sur la mangue, une bonne mangue. Nous ferions toujours une sorte, je ne sais pas, d'expérience, mangerions toujours quelques mangues, continuerons à manger des mangues, un peu avec toujours l'espoir d'être un peu un jour super récompensé. Voilà, donc nous contentons de ce que nous avons, de ce que nous pouvons nous procurer, mais ça ne nous empêche pas de demander et de continuer d'aspirer ou d'espérer quelque chose de mieux. Un petit long développement pour une idée simple, souvent ça arrive. Hein. Et donc voilà le réveil qui se déroule. Et donc quelque chose qui vous emporte très loin. Souvent vous avez conscience qu'il y a eu un moment où vous avez pris une décision de façon comment dire, pleine, où vous l'avez prise un peu par défaut. Vous n'avez pas trop cherché à comprendre et vous avez décidé très rapidement,
comme ça, un peu dans une sorte de, j'allais dire, de geste rapide et précipité, vous avez décidé de quelque chose. Et vous devez toujours supporter. Et Dieu sait que cela est difficile et cela est dur, parce que les répercussions de cette prise de décision comme ça, un peu inconsciente, un peu légère, ne s'arrêtent jamais. Alors, pour ce qui est de parler, c'était de parler à quelqu'un, mais de parler à cette personne à partir de quoi? On peut estimer qu'une personne a participé à ce qui nous arrive. Mais si on continue de la tenir pour responsable, on ne pourra pas obtenir sa collaboration et son aide. Donc, on est un peu entre deux situations. On a envie de demander des explications et on sait que cela ne nous amènera nulle part. La personne s'est comportée comme elle l'a fait parce que nous l'avons un peu conduite à se comporter de cette façon-là, ou alors c'est parce qu'elle a fait son maximum, ou compte tenu de la situation, ou autre chose. Elle aura toujours une explication. Et puis l'explication ne va sûrement pas nous satisfaire. Et on passerait beaucoup de temps, on pourrait passer beaucoup de temps comme ça à essayer d'obtenir presque, même si la personne venait à reconnaître une responsabilité immense dans ce qui nous arrive, ça ne nous avancerait pas. Donc on est complètement bloqué. Et par exemple, je ne sais pas comment dire, dans ce rapport, quand il y a le manque, par exemple, le manque de gens, ou le manque de reconnaissance, le manque, etc., fait que vous avez ce dialogue, et je pense que tout le monde est là, avec des absents. Il y a des absents comme ça que vous ne cessez d'interpeller. S'il y avait la transmission de pensée, ça serait super intéressant, mais malheureusement ça n'existe pas, sinon ces gens-là sauraient qu'on pense à eux et ils se manifesteraient. Donc il n'y a pas de transmission de pensée, parce que en face de soi il n'y a rien, il n'y a personne qui répond. Voilà, il y a le téléphone qui sonne et personne, et ça continue. Et ça continue, ça date déjà de pas mal d'années, et ça a des chances de continuer ainsi encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas qui va disparaître en premier. Cela est vraiment pas facile à dire, à estimer. Donc, vous n'avez déjà pas réglé vos histoires avec certaines personnes vivantes, alors comment vous allez faire quand elles vont mourir? Donc, il devient impossible d'obtenir une explication qui puisse permettre un peu d'entamer une nouvelle, j'allais dire, d'ouvrir une nouvelle page, de tourner la page et d'en ouvrir une autre. C'est impossible. C'est là totalement bloqué. Quelque chose qui est une sorte de transposition, comme je l'ai fait hier, transposition insatisfaisante, une transposition maladroite, une transposition incomplète, une transposition, je ne sais pas, ça ne marche pas. Seulement, je ne sais pas comment le dire. Par exemple, j'ai une quantité de correspondances. J'ai aussi un dossier dans lequel il y a des tas d'éléments, des fragments d'une relation. Et si je décide, par exemple, la personne qui m'a écrit le plus, elle a sûrement écrit beaucoup de choses. Il y a là de quoi passer des journées et des journées. Et ce courrier pourrait un peu me plonger dans un sentiment
peut-être de reproches vraiment très très forts. Je ne sais pas. Cette personne, elle s'est absentée. Je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Je l'avais au téléphone, son téléphone coupé. Donc je l'ai rappelé plusieurs fois de suite. Mais après, la communication s'est arrêtée et depuis, elle ne s'est plus manifestée. Alors comment je vais faire? Je vais courir derrière elle? Je ne sais pas. Donc le temps du courrier est terminé. On est passé à autre chose. Donc ce que j'ai moi, c'est presque un vestige archéologique, une sorte d'archive qui parle d'un temps qui n'existe plus. C'est matériel, mais c'est quelque chose de, de, de concret. Mais cette chose-là, je ne sais pas quoi en faire, je vais la mettre quelque part. Après, une fois qu'on a soi-disant archivé, on a mis de côté les choses, on se dit, on ne va plus jamais les ouvrir. Parce que quand on n'a pas d'héritier, les choses ne vont pas servir. Notre courrier va, tout ce que nous avons entassé, va passer à la déchetterie, donc finalement, ou à l'incinérateur. Finalement, ça, si on n'est pas quelqu'un d'important, et là je reviens sur l'importance qu'il faut avoir, si nous sommes importants, considérés, estimés, nos archives passent à la postérité. Bien sûr, elles acquièrent une valeur, et quelquefois une grande valeur, et devient des choses précieuses à protéger parce qu'elles portent témoignage. Elles témoignent d'une partie de la vie de la personne disparue. Donc, comme moi je suis quelqu'un d'anonyme, ce que j'ai n'a pas de prétention à être, à moins que je prenne ça et que j'envoie ça, je ne sais pas, aux archives départementales. Et peut-être ça pourrait intéresser, je ne sais pas, un chercheur qui cherche un peu sur l'histoire des relations à un moment particulier, l'histoire des correspondances entre les gens. Est-ce que cela peut nous apprendre sur une époque passée? Est-ce qu'elle peut, ces correspondances, est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le fond, un peu, le fond des choses que les gens partageaient? La correspondance, souvent, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment correspondant. Justement, il peut y avoir un discours qui ne rencontre pas d'écho. Il y a quelqu'un qui parle et l'autre qui le lit, peut-être ne le lit pas, le lit, mais de façon un peu distraite. Et puis quand il répond là aussi pas directement à ce qui a précédé, à ce qu'il a lu, mais il répond un peu selon ses propres préoccupations à lui. Et donc il y a quelquefois, malgré qu'il y a du courrier, il y a quelquefois une absence de rencontre. Les gens qui ont une idée, une haute idée d'eux-mêmes, essaient de penser toujours à la postérité, donc ils écrivent, donc ils s'arrangent pour rendre le courrier, qui est en fait, qui peut être quelque chose de très simple. Ils essaient de lui donner un habillage intellectuel, linguistique. Ils essaient de le densifier de manière à ce qu'ils puissent ajouter à leur légende. Quand on est un être anonyme, on s'en fiche un peu de la légende. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, ou quand on a du mal à le dire, par exemple, quand on ne trouve pas la formule adéquate, que quand on peigne, et quand par exemple simplement quand on a laissé
le dernier courrier en date un peu sans réponse pendant trop longtemps, comment s'excuser. Quelquefois là aussi, le problème qu'on a de façon récurrente, c'est comment transcrire des pensées, j'allais dire, passagères, des pensées passantes, des pensées en mouvement, comment les figer sur du papier. Et c'est la chose que je rencontre, évidemment, comme moi je me mets à parler, là, à vouloir parler. C'est encore une étape. Alors, quand il s'agissait d'écrire, alors là, la chose serait totalement impossible, ça serait de l'invention. Ça ne serait pas de la transcription, la transposition, ça serait de l'invention. Alors que là, c'est déjà une étape d'interprétation, une étape, alors que l'étape première, elle se perd, elle est perdue au moment où elle se crée. Ça ne peut pas être transposé fidèlement et dans toutes les particularités de son état. C'est déjà un travail de réécriture des choses qu'on a eues en tête. Et donc s'il s'agit donc de l'écriture, alors l'écriture c'est la troisième étape de ce processus et évidemment ça échoue. Alors on a du mal à dire à l'autre ce que nous avons en tête. Alors quelquefois le courrier ressemble un peu à quelque chose d'impersonnel. Et la preuve, c'est les gens, par exemple, qui écrivaient des lettres en reproduisant un peu en partant de lettres type. Voilà, simplement une sorte de formule, comme s'il s'agissait d'un courrier diplomatique dans lequel importe plus la forme que le fond, et un courrier qui doit respecter un certain type de règles. Et dans le courrier personnel ou interpersonnel, normalement, ça doit être la liberté la plus totale. Et justement, ce courrier, il peut arriver que certaines personnes, finalement, réussissent à créer un véritable dialogue, je veux dire, un dialogue en mouvement, en évolution. Alors que moi, je pense que j'ai échoué dans cette affaire-là. Je ne suis pas vraiment doué pour le courrier. Si quelquefois j'ai réussi en étant dans des situations un peu particulières, j'ai fait de la littérature. Je n'ai pas fait du courrier simple, mais j'ai fait preuve d'originalité, de créativité. Ben, finalement, le courrier, ce n'est pas la créativité, ce n'est pas l'originalité, ce n'est pas une œuvre littéraire. C'est un moyen que nous avions pour continuer d'exister auprès de quelqu'un auquel nous tenons, d'une manière de garder le lien, de sauvegarder le lien, de protéger ce petite chose si fragile qui est une relation. Voilà comment et dans ces choses, je finirai avec ces choses qui arrivent le matin, comme ça au réveil, c'est que vous rencontrez des gens, c'est ça qui est une sorte de, comme on pourrait dire, oui, celui qui a tué, finalement, il va être condamné, mais il va être condamné doublement, parce qu'il ne pourra jamais oublier peut-être le visage de celui qui l'a tué, ou celle qui l'a tué. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a des gens, je ne peux pas oublier leur visage. C'est pas tout le monde qui est présent dans cette galerie de portraits, mais il y a des gens qui sont présents souvent. Bien sûr, trop souvent à mon goût, mais je ne peux pas les évacuer, je ne peux pas les chasser. Ils sont là, ils seront toujours là. Alors j'imagine que, évidemment, ce qui m'arrive, ça arrive à tout le monde. J'imagine que moi aussi, je suis présent dans cette galerie d'absents, présent chez d'autres personnes qui aimeraient bien que je ne le sois pas. Voilà, c'est une drôle d'affaire, donc je me réveille avec des gens. La seule chose, c'est que cette présence, elle n'est pas très très lourde. On voit passer le visage de quelqu'un, on lui dit une phrase ou deux, on le maudit, on lui fait un reproche, peu importe.
mais on reste pas longtemps. Mais cette personne est là, toujours est là. Et on se pose la question, évidemment, quelquefois on se demande si les choses auraient pu se passer autrement. Parce que souvent, souvent c'est une histoire de ratage. Et il y a des gens qui ne viennent jamais. Je viens donc de fournir un effort pour penser à quelqu'un, pour le faire exister. Mais ce quelqu'un, je ne le fais pas exister parce que je n'ai aucun regret. Jamais présente, je ne l'ai jamais devant mes yeux parce que je ne la regrette nullement. Tout simplement. Malgré le temps passé avec elle, malgré tout ce qui a pu se passer. Simplement, comme, je ne sais pas, il y a des gens, on les laisse partir, on ne les retient pas. Ils partent, bonne route, bon vent, tout ce qu'on veut, on leur souhaite vraiment de faire un bon voyage, et c'est tout. Et ce qui leur arrive après nous intéresse plus, nous préoccupe plus, qui peuvent simplement, et puis donc paradoxalement et oppositionnellement, il y a d'autres gens qui sont là. Qui sont là et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et quelquefois, les gens qu'on a laissés partir, peut-être qu'ils étaient plus importants, qu'ils auraient pu être plus importants pour nous que les gens qu'on regrette, qu'on continue de regretter. On ne sait pas dans cette affaire-là. Le meilleur moyen, en fait, finalement, je finirai avec ça, le meilleur moyen de ne pas se retrouver obligé d'assister à tout cela, c'est d'être dans le présent de façon, j'allais dire, être en train de parler, ça fait en sorte, ça rend silencieux le monologue intérieur. Ça, comment dire, pendant un certain temps, les voix intérieures se taisent. Voilà. Et la succession des images, là aussi, s'arrête. Donc si on est en train d'interagir avec des gens, on est dans quelque chose comme ça de participatif, eh ben, on est les fantômes du passé ou des choses comme ça ne peuvent plus se matérialiser. Voilà une manière, je ne sais pas comment on dit, il y a des gens qui choisissent de faire travailler leurs muscles de façon non naturelle. Ils ont besoin d'aller dans des lieux particuliers et d'être là en train de produire de l'effort pour rien, alors que d'autres gens font de l'effort, mais dans un but bien, j'allais dire, un but bien précis, dans un but louable. Ils sont en train de creuser une canalisation, ils sont en train d'aider à la construction d'un mur, des choses comme ça. Ils sont en train, je ne sais pas, sauf si on considère que cette façon, je ne sais pas, la construction comme une manière, encore une autre manière d'occuper la terre, d'occuper l'espace qu'on devrait laisser à la disposition d'autres êtres, comme on pourrait un peu condamner cet effort, je ne sais pas, le travail, parce qu'il n'a pas de sens, parce qu'il ne crée plus tellement de richesse, mais qu'il ne fait que un peu dilapider les richesses qu'on a. Des gens qui créent des voitures, est-ce que réellement cela est utile de créer des voitures, qu'elles soient à moteur thermique ou qu'elles soient électriques? Je vois pas trop, pour moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt de créer des millions et de millions de voitures par an. Comme ça, tout ce travail de l'amont
à l'aval, tout ce travail d'extraction de métaux, etc., de transformation, d'acheminement et tout ce travail-là, et tout le travail qui est partagé par les sous-traitants et tout cela, ça m'apparaît inutile. Et on pourrait produire beaucoup moins. Et aussi là, tout ce qui concerne le remplacement des choses que nous possédons, en ce qui concerne nos vêtements, en ce qui concerne nos outils, là aussi, c'est un remplacement qui n'a pas lieu d'être, un remplacement trop rapide, on jette dès qu'il y a un petit souci, la chose devient un peu moins belle, esthétiquement parlant, et on s'en débarrasse. Et puis la chose, je sais pas. Voilà, comme un peu une nouvelle transposition de ce que j'ai pu avoir un peu en tête à mon réveil aujourd'hui. Après, c'est pas toujours évident de le faire, mais je m'entête. Je m'entête. Et je ne veux pas déclarer forfait, je ne veux pas abandonner cette tâche-là. Je continuerai. Seulement, j'espère un jour quand même obtenir comme quelqu'un qui demanderait l'absolution pour mes péchés, être un peu sauvé, pour utiliser ce vocabulaire-là, être sauvé un peu après avoir passé beaucoup de temps dans l'égarement et dans l'erreur. J'espère, j'aspire, je demande, je supplie qu'on m'aide et qu'on me sauve. Voilà, mais il ne s'agit pas à tous les niveaux, à tous les sens du terme finalement. Donc je m'arrête et je laisse un peu continuer. Je ne sais pas ce que je vais retrouver, mais a priori avec ce travail d'élocution et de prise de parole, a priori j'ai mis à distance certaines choses et c'est là aussi quand on sent qu'on n'a pas prise sur le réel, son réel et le réel, j'allais dire, collectif, c'est le fait de parler comme ça, d'élever la voix, ce n'est pas naturel. Je dois élever la voix, normalement, si j'ai quelqu'un en face qui m'écoute. Il n'y a personne qui m'écoute et pourtant j'élève la voix. Il y a quelque chose qui n'est pas très compréhensible dans cette affaire-là. Et donc ça me permet d'exister à un moment différemment. Une autre manière de combattre un peu ce rouleau compresseur non pas de l'anonymisation, mais ce rouleau compresseur de l'atomisation, je ne sais pas, de l'indifférenciation, non, mais un rouleau compresseur de l'oubli, de la mise en retrait je dirais qu'on s'est débarrassé de moi comme on se débarrasse d'un poids mort quelque part. Je lutte contre ce qui peut ressembler à une mort, à la mort sociale, comme à la mort en parole, je ne parle plus, donc comme à la mort affective, comme à la mort symbolique, comme à la mort fonctionnelle. Je lutte contre ma mort, qui est quelque chose d'effectif, mais je lutte malgré tout, parce que je ne suis pas totalement mort. Je suis mort à plein de niveaux, mais je ne suis pas totalement mort. Je fais bien la différence. Il y a des gens à moi qui sont morts
ils sont dans une situation différente de la mienne. L'oubli qui me touche à moi n'est pas l'oubli qui touche les morts. Je peux encore, par exemple, obliger quelqu'un à se souvenir de moi en jouant un peu sur un registre ou un autre. Je peux encore aller embêter quelqu'un. Un mort, il ne vous embête plus. Il ne peut pas le faire, le pauvre. Un mort est quelqu'un qui est plongé dans le silence, est plongé un peu dans l'impuissance. Voilà.